Nous allons traiter les points suivants, les objets d'une analyse bactériologique, le prélèvement, les techniques générales des examens bactériologiques, l'analyse proprement dite, et on termine par la recherche des micro-organismes pathogènes. La dernière partie sera consacrée à l'interprétation des résultats. Alors, l'eau, c'est la vie, mais selon l'OMS, 80% des maladies qui affectent la population sont liées d'une part à l'insuffisance de l'évacuation des maladies fécales, des matières fécales, pardon, et d'autre part au manque d'approvisionnement en eau potable. Donc, l'objectif d'une analyse bactériologique d'une eau n'est pas d'effectuer un inventaire de toutes les espèces qui sont présentes, puisque quelle que soit l'origine de l'eau, il n'existe pas une eau stérile dans la nature, c'est-à-dire on trouve toujours une flore microbienne appelée la microflore autochtone. Donc, l'objectif d'une telle analyse, c'est de rechercher soit celles qui sont susceptibles d'être pathogènes et par conséquent vont nuire à la santé du consommateur, comme par exemple les Salmonella typhi et paratyphi, soit ce qui est souvent plus facile à faire, c'est de rechercher celles qui les accompagnent, qui sont en plus grand nombre, donc bien sûr qui accompagnent les pathogènes. Je vous donne l'exemple de Klebsiella. Elle accompagne presque toujours les salmonelles. Donc, si je trouve Klebsiella dans un échantillon, je dois rechercher systématiquement les salmonelles. On commence par les maladies à transmission hydrique. Alors, je dois admettre tout. Je dois vérifier, est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Vous devez m'envoyer un message. Oui, merci. Donc, pour les maladies à transmission hydrique, selon l'origine, on les classe en maladies d'origine bactérienne. Là, je ne vais pas m'étaler dans la description de toutes les maladies. Les principales maladies sont la fièvre typhoïde et paratyphoïde causée par les salmonelles, typhi et paratyphi A, B et C. Nous avons aussi le choléra, dont le mode d'action est dû à une toxine de 103 acides aminés qui va se fixer sur les cellules du duodénum. Ces cellules sont d'habitude responsables de l'absorption de l'eau de la lumière intestinale vers le milieu intérieur. Cette toxine, elle va inverser le mécanisme, ce qui va conduire à une perte d'eau jusqu'à 10 litres par jour. Donc, l'évolution de la maladie est mortelle en l'absence, bien sûr, d'une antibiothérapie et d'une prise en charge de réhydratation. Nous avons aussi les légionnelles et les gastroentérites d'origine virale, d'origine bactérienne, due à plusieurs bactéries comme Escherichia coli et Shigella. Pour les maladies parasitaires, il y a plusieurs parasites qui peuvent causer des maladies à transmission hydrique. Nous avons le Cryptosporidium parvum et les giardia. Donc, les kystes de giardia, juste une parenthèse concernant les kystes de giardia, ils sont très résistants à l'action de la chloration. Donc, c'est une forme de résistance et parfois un traitement de potabilisation ne permet pas d'éliminer ces kystes. Nous avons des amibes libres. Pour les maladies virales, je vous donne l'exemple de l'hépatite A et E. Ces virus
peuvent causer un ictère, soit un ictérique ou bien un ictère hépatique sévère et prolongé. Bien sûr, la guérison est spontanée au bout de 4 à 8 semaines. Alors, pour les gastroentérites virales, c'est les mêmes symptômes que pour les bactériennes, mais ici, le traitement ne nécessite pas une antibiothérapie. Maintenant, pour les contaminations spécifiques, ce n'est pas par rapport à l'origine, mais c'est par rapport au mode de contamination. Ici, c'est la baignade dans les eaux, par exemple les eaux de mer, les eaux de piscine, on a les lacs et les rivières. Donc, nous avons plusieurs types d'affections, comme par exemple les affections de la peau causées par des champignons comme des candidoses, des bactéries comme le staph doré ou proteus. Il y a aussi les affections rhinopharyngées comme les sinusites ou encore les yeux, affection des yeux comme la conjonctivite virale. Et là, j'ouvre une parenthèse concernant l'épidémie du coronavirus. Comme vous le savez, ce virus survit bien dans l'eau, surtout si elle n'est pas chlorée, si elle n'est pas traitée. Donc, si les baigneurs ne respectent pas les règles de distanciation, le risque de contamination est existant. En effet, donc, quand un malade tousse, par exemple, une gouttelette chargée de virus tombe dans l'eau et si un baigneur passe par là, la quantité de virus qu'il risque d'avaler peut provoquer la maladie, bien sûr, en fonction d'autres facteurs, par exemple le nombre de baigneurs malades, la C'est bon. C'est bon maintenant? J'ai perdu la connexion. Et maintenant, s'il vous plaît. Et maintenant? La connexion. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Envoyez-moi un message. Et maintenant? Est-ce que vous m'entendez?
Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui. Oui, madame, on vous entend. Alors, On vous entend. j'ai perdu la connexion. On est arrivé. Contamination spécifique et ça concerne l'épidémie coronavirus. Donc, je vous ai dit que ce virus se propage principalement par la voie orofécale. Donc, il cause des diarrhées parmi les symptômes de la maladie. Il est trouvé vivant dans les matières fécales des personnes malades. Donc, les effluents résiduaires sont rejetés dans les eaux de mer. Ceci constitue un danger réel de contamination si ces effluents résiduaires n'ont pas été traités avant leur rejet. La conclusion, la baignade. Madame, on vous entend pas, madame. Alors, ça c'est revenu encore cette connexion. Je pense que vous pouvez m'entendre maintenant. Alors là, je suis en mode de partage. Oui, on vous entend. C'est bon. Azouz Selma, je t'ai envoyé un email, ça fait une semaine et tu n'as pas répondu. Je vous ai créé un groupe sur Facebook concernant le module d'hydrologie. C'est là pour être en contact avec vous et voir qu'est-ce qui ne va pas. Je ne l'ai pas reçu, madame, Je l'email. continue le cours. Normalement, vous m'entendez maintenant. Il faut confirmer. C'est bon? Est-ce que je peux continuer maintenant, s'il vous plaît? Alors, Oui, madame. on passe maintenant à la deuxième partie du cours. Analyse bactériologique des eaux de boisson. Les objets d'une telle analyse sont l'analyse de routine. Analyse de routine, ça veut dire l'analyse effectuée dans les laboratoires des Algériennes des eaux afin de garantir une eau de bonne qualité aux consommateurs. Dans ces laboratoires, on fait quotidiennement la détermination du nombre total des bactéries, appelées germes totaux. On fait aussi la recherche et le dénombrement des bactéries indicateurs de contamination fécale comme les coliformes, les streptocoques fécaux et les clostridium sulfitoréducteurs. Maintenant, en cas d'épidémie, c'est une analyse réservée en cas d'épidémie. On fait la recherche des bactéries pathogènes comme les salmonelles. La recherche de bactériophages n'est pas réalisée chez nous en Algérie. Les bactériophages, ce sont des virus qui lisent les colibacilles. Et la recherche de virus. On commence d'abord par le prélèvement qui est l'étape préliminaire avant chaque analyse. Donc, le prélèvement doit être effectué d'une manière correcte. Il faut qu'il soit représentatif et doit être considéré comme une phase préliminaire à l'analyse. Et comme vous le savez, un mauvais prélèvement peut entraîner de grandes interrogations par la suite. Et à l'inverse, un bon prélèvement garantit une grande fiabilité des résultats. Alors, je commence par les flacons utilisés pour le prélèvement en analyse bactériologique. Donc, je dois admettre tout le monde maintenant.
Donc, les flacons peuvent être en verre, de préférence borosilicaté et brun, pour éviter l'action de la lumière, ou bien on peut utiliser des flacons en polyéthylène à usage unique. Bien sûr, il existe des avantages et des inconvénients pour chaque type de flacon. La stérilisation, ça concerne les flacons en verre. On peut les stériliser par la chaleur ou par l'oxyde d'éthylène, par les rayons gamma. Même les flacons en polyéthylène, on peut les stériliser par les rayons gamma. Pour l'utilisation de neutralisants, ça concerne uniquement le prélèvement d'eau ayant subi un traitement de désinfection par le chlore. Donc, si je dois prélever un échantillon d'eau ayant subi un traitement de désinfection, je dois ajouter au flacon avant de prélever une quantité de thiosulfate de sodium. Pourquoi, à votre avis? Donc, c'est pour stopper l'action désinfectante du chlore au cours du transport de l'échantillon. Et c'est pour cela, c'est bien sûr, c'est pour garantir la fiabilité des résultats, pour que le nombre de bactéries existant au moment du prélèvement reste le même et ne change pas. Et l'action du chlore pendant le transport, elle sera stoppée par quoi? On a dit par l'addition de thiosulfate de sodium sous forme de pastilles au flacon destiné au prélèvement d'eau ayant subi une chloration. Pour les techniques, je vous donne sous forme de vidéo la technique. Alors là, ça ne marche pas. De toute façon, je vais vous la poster. La technique diffère selon l'emplacement ou bien le type d'eau, l'origine, soit eau de robinet ou encore des eaux de lac, des eaux de rivière, etc. Pour l'eau de robinet, d'abord, il faut que le préleveur se lave très soigneusement les mains et les avant-bras, les rincer et les laisser sécher. Et puis, on doit retirer tous les joints et accessoires du robinet. On fait couler l'eau à fort débit pendant quelques secondes. Puis, on stérilise le robinet soit par un chalumeau ou bien par un coton-tige imbibé d'alcool. Par la suite, on va ouvrir le robinet, on laisse couler quelques secondes avant de faire prélèvement. Il ne faut pas laisser déborder et puis il faut toujours laisser un vide, un volume d'air, environ 1/10 du volume du flacon. Cela nous permettra par la suite de bien homogénéiser le flacon par un mouvement de retournement. Après le prélèvement, bien sûr, les flacons doivent être étiquetés. L'étiquette doit contenir toutes les informations nécessaires.